Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que c'est que le One Piece Card Game, comment on y joue et surtout je vais vous donner toutes les bases pour que vous puissiez lancer votre première partie sereinement. Le One Piece Card Game c'est un jeu en 1 contre 1. L'objectif il est simplissime, tu réduis les points de vie de ton adversaire à 0 et ensuite tu enchaînes avec ta meilleure patate pour remporter la victoire. Il existe une autre condition de victoire, si jamais c'est le tour de ton adversaire qu'il doit piocher et qu'il a pas de carte dans son deck, alors il a perdu la partie. C'est moins courant, mais ça peut arriver. Pour pouvoir jouer, tu vas avoir besoin de plusieurs choses. La première, c'est un leader. Le leader, qu'est-ce que c'est? Le leader, c'est tout simplement le personnage principal de ton deck. C'est un peu le capitaine de ton navire. Son pouvoir, il est extrêmement important parce que c'est lui qui va définir le style de jeu qu'a ton deck. Le leader, il définit aussi la couleur de ton deck. Et ça, c'est pas sans importance. Ici, typiquement, on a un Zoro vert. Donc, on peut jouer que des cartes vertes dans son deck. Typiquement, on pourra jouer la carte Quina sans problème. En revanche, Vista, qui est une carte bleue, on ne pourra pas la jouer. En revanche, si on avait eu Rosinante comme leader, eh ben, on voit qu'il a deux couleurs en bas à gauche de sa carte. C'est un leader dit multicolore. Dans ce cas-là, on peut jouer et la Quina et la Vista, parce que les couleurs qui correspondent à Rosinante, c'est le vert et le bleu. Pour continuer nos exemples et nos démonstrations, on va continuer comme si on avait Zoro en vert. La dernière notion qui est importante à avoir en tête avec le leader, c'est les points de vie. C'est celui qui définit le nombre de points de vie qu'on a sur sa partie. Et ça varie d'un deck à l'autre. Typiquement, avec Zoro, j'aurai 5 points de vie pour la partie que je vais jouer. Dans ton deck, tu vas avoir 3 grandes familles de cartes. Les personnages, les événements et les lieux. T'inquiète, on détaille ça juste après. La seule chose qu'il faut que tu retiennes en plus, c'est que tu ne peux pas avoir 4 exemplaires d'une même carte dans ton deck. 4 exemplaires maximum, et comme ça, tu composes ton deck de 50 cartes. Maintenant, je te propose qu'on regarde en détail le type personnage. Les cartes personnages, c'est le cœur de ton équipage. Là où le leader, c'était ton capitaine, les personnages, c'était Nakama. Elles restent sur le terrain jusqu'à la fin de la partie, ou alors quand elles sont détruites. Tu vas retrouver différents critères. Le premier, c'est le coût. Le coût en donne, on en reparlera un peu plus tard également. En haut à droite, la puissance de la carte, qui permet d'attaquer ou de se défendre. En bas, tu retrouves le nom et la couleur de la carte. Elle est très souvent accompagnée d'un effet qui est au centre de la carte. Et tu peux aussi avoir la valeur de contre à gauche qui se lit de manière verticale, sur laquelle on reviendra un peu plus tard quand on parle à proprement parler du gameplay. Certaines cartes ont aussi un effet déclenchement qu'on appelle trigger en anglais et sur lequel on reviendra un peu plus en détail dans la partie gameplay. Passons maintenant aux cartes événements. Les cartes événements, c'est vraiment pas compliqué, c'est ce qui se rapproche un peu des cartes pièges ou magiques par exemple dans un jeu comme Yu-Gi-Oh! Elles ont un effet unique et une fois qu'elles sont utilisées, c'est direction la défausse. Tout comme les cartes personnages, elles ont un coût et un effet. Je te propose maintenant de passer aux cartes lieux. Les cartes lieux, c'est vraiment pas compliqué, elles fonctionnent quasiment comme les cartes événements. Elles ont un effet unique, à la différence près que ces cartes, elles restent sur le terrain une fois que tu les as jouées et que du coup, tu peux en général réutiliser leur effet une fois par tour. Comme les cartes événements, elles ont un coût et un effet. Je te propose maintenant de parler des cartes Don. Les Don, ça correspond tout simplement aux ressources du jeu One Piece. Si tu es familier avec le mana, par exemple, dans des licences comme Magic ou bien Hearthstone, c'est la même chose. Les Don, ils augmentent de 2 par tour. Le premier joueur commence son tour avec un Don, le deuxième joueur commence son premier tour avec 2 Don. Il y a 2 grands usages pour les Don. Le premier, c'est de jouer des cartes. Comme je le disais, tu vas dépenser le nombre de Don nécessaires pour jouer une carte. Si ta carte vaut 2, tu dépenses 2 Don. Si ta carte vaut 10, tu dépenses 10 Don. La seconde utilité, c'est booster un leader ou un personnage. Et quand je dis booster, c'est booster sa puissance. C'est une action que tu peux faire quand tu veux attaquer avec un personnage. Et dans cet exemple, on voit qu'on a attribué 2 dons supplémentaires à notre leader Zoro pour qu'au total, il ait une puissance de 7000. La dernière chose à savoir sur un don, c'est qu'une fois que tu l'as utilisé, on dit qu'il est épuisé. Pour le signaler, en général, tu passes ta carte de la verticale à l'horizontale. Comme ça, tout le monde sait que ton don a été utilisé. Voilà, tu sais tout des cartes qui composent ton deck. On a tout ce qu'il faut. Un leader, un deck, un don deck. Ton deck de don spécifiquement, où il te faut les 10 cartes. Avant de se lancer plus en détail dans du gameplay, je te propose qu'on regarde ensemble à quoi ressemble le terrain de One Piece TCG. Voilà ce qu'on va retrouver sur le terrain. La première zone, c'est la zone personnage. C'est ici qu'on joue nos cartes personnages. La deuxième, c'est la zone leader. C'est là où ton leader va se tenir sur l'ensemble de la partie. Juste à droite, il y a la zone où on vient jouer les cartes lieux. Tu peux en avoir qu'une active de manière simultanée. À droite de ça, en numéro 4, tu as ta zone de pioche, là où est ton deck. En dessous de ça, tu as des fosses. Et à gauche, en numéro 6, tu retrouves ta zone de coup. C'est là que tu vas venir positionner les dons qui te sont attribués à chaque tour. À gauche, en numéro 7, tu retrouves ton deck don, là où tu vas stocker ton petit deck avec tes 10 dons jusqu'à ce que tu les aies tous piochés. Et au-dessus de ça, tu retrouves ta zone de vie en
fonction du nombre de PV qui te sont attribués par ton leader. Maintenant qu'on est familier avec le terrain, voilà comment va se passer ton premier tour. Tu poses ton deck et ton leader. N'oublie pas de mélanger ton deck évidemment. Une fois que ça c'est fait, tu vas positionner ton deck down dans la zone concernée. Et tu vas piocher les 5 premières cartes de ton deck. Si tu n'es pas content avec les 5 premières cartes qui composent ta main, tu peux faire ce qu'on appelle un mulligan. Attention, tu peux faire cette action une seule fois. À quoi ça correspond? C'est tout simplement le fait de renvoyer l'ensemble de ta main dans ton deck, de remélanger et de repiocher 5 cartes. Mettons dans cet exemple qu'on le fait, le mélange est fait et on a 5 nouvelles cartes. Ici, la main est bien meilleure, tout simplement parce que le coût, ce qu'on appelle la curve de nos cartes, en fait, est une courbe beaucoup plus lisse. On voit qu'on a une carte à 1 coup, 2 coups, 3 coups et 2 cartes à 4 coups. Potentiellement, comme au début de la partie, on n'a pas beaucoup de donnes, on est content d'avoir des cartes qui vont pouvoir se jouer à chaque tour sans être pénalisé parce qu'on a des cartes trop onéreuses en main. La phase de recharge, il n'y a absolument rien de plus simple. Lors du premier tour de chacun des joueurs, tu n'as rien à faire comme tu n'as pas de cartes sur le terrain. Après, à chaque tour, il faudra juste venir réactiver les cartes qui ont été utilisées au tour précédent. Dans notre cas, les 2 donnes vont venir se redresser puisqu'elles avaient été utilisées, et ta carte personnage qui avait effectué une action, par exemple utiliser son effet ou attaquer, va également être redressée. La phase suivante, c'est la phase de pioche. Encore une fois, rien de très compliqué. À chaque début de tour, le joueur pioche une carte de son deck et la rajoute à sa main. Typiquement ici, on a récupéré la Mihawk. Le seul point à garder en tête, c'est que lors du premier tour du premier joueur, celui-ci ne pioche pas de carte. La phase suivante, c'est la phase de don. Encore une fois, rien de très compliqué, il suffit de s'attribuer les ressources dont on a besoin pour jouer son tour. Le premier joueur va donc piocher un don lors de son premier tour, le deuxième joueur va piocher lors de son premier tour 2 dons, et ensuite, à chaque tour, les joueurs rajoutent 2 dons supplémentaires. Ça fait que le premier joueur, chaque tour, et jusqu'à ce qu'il ait pioché tous ses dons, a 1, 3, 5, 7, 9, puis 10 dons en main. Le deuxième joueur a lui 2 dons, 4, 6, 8, puis 10 dons en main. Vient ensuite la phase principale. Dans cette phase, il y a 3 grandes actions qui sont possibles. La première, c'est jouer des cartes depuis notre main. En l'occurrence, là on a un don, la seule carte qu'on peut jouer, c'est donc Iori. On va donc épuiser notre don et jouer notre carte personnage dans la zone personnage. La deuxième action qu'on peut effectuer, c'est attribuer un don à un personnage ou à notre leader. Imaginons qu'ici on avait un deuxième don à disposition, on pourrait l'attribuer soit à Iori, soit à Zoro pour augmenter sa puissance. Typiquement, ici, on l'attribue au Zoro. Pareil, on n'oublie pas d'épuiser son don pour ne pas oublier qu'il a été utilisé et l'activer une deuxième fois, ça serait tricher. La troisième action qu'on peut faire, c'est tout simplement attaquer et en foutre plein la gueule de notre adversaire. Et ça, je vous propose qu'on le détaille un petit peu. Allons-y pour la baston. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la phase de combat de manière un petit peu plus détaillée? Ici, j'ai simplifié le terrain pour que ce soit un peu plus parlant et qu'on se rende un peu mieux compte de ce qu'il y a écrit sur les cartes. On va détailler certains cas, mais surtout expliquer comment un combat se passe de manière générale. Il faut se rappeler que seules les cartes leaders et personnages peuvent attaquer les personnages et leaders adverses. Ici, prenons l'exemple de notre carte Zoro. J'épuise ma carte puisque je veux déclencher une attaque et je réfléchis à la cible que j'ai envie d'attaquer. En l'occurrence, là, je n'ai pas le choix. La seule carte que je peux attaquer, c'est le leader adverse, puisqu'on ne peut attaquer que le leader adverse et ou une carte adverse personnage qui est épuisée. La Uta n'étant pas épuisée, je ne peux pas l'attaquer. En revanche, si celle-ci avait été épuisée par mon adversaire lors de son tour, j'aurais pu déclarer une attaque sur la carte Uta. Une fois qu'une attaque est déclarée, il y a 3 étapes de combat. La première, c'est bloquer. Si on fait un zoom ici sur la carte Uta, on voit qu'elle a l'effet bloqué. Ça veut dire qu'elle peut choisir de devenir la cible de l'attaque pour protéger son leader ou une autre carte. Remettons les pendules à 0, mettons que j'attaque le Ace avec mon Zoro. J'épuise mon Zoro et je décide d'attaquer. Uta peut alors très bien décider d'épuiser son effet pour devenir la cible de l'attaque de mon Zoro. Cela nous amène dans la seconde étape du combat. Contrer. Si dans la main de mon adversaire, ce dernier a par exemple une carte Garp avec une valeur de contre, qui est la valeur sur la gauche de la carte que je vous avais présentée par exemple sur les cartes personnages en tout début de vidéo, eh bien on voit ici que le Garp en question a une valeur de contre de plus 1000. Si il a 2 cartes Garp dans la main, il peut décider de sacrifier ces cartes, de les défausser, pour attribuer la valeur de contre de chacune des cartes à sa Uta pour qu'elle encaisse l'attaque
de mon Zoro. Il va donc défausser les deux cartes, et Uta ayant une puissance de 4000, avec les deux cartes défaussées respectivement à 1000, elle va avoir une puissance totale de 6000, et elle va donc bloquer l'attaque à 5000 de mon Zoro. J'ai dit beaucoup de chiffres, mais faites les maths, vous allez voir, c'est pas compliqué. Ce qui est intéressant avec la mécanique de contre, c'est qu'elle n'a pas vraiment de limite. Les cartes ayant une valeur de contre ont soit plus 1000, soit plus 2000. Mais vous pouvez en défausser autant que vous voulez. Si dans votre main, vous avez 5 cartes à plus 2000 de contre, vous pouvez défausser les 5 cartes et donner plus 10 000 de puissance à la carte que vous souhaitez protéger. Attention toutefois à ne pas trop vider votre main, car après vous n'auriez plus rien à jouer. La dernière étape de la phase de combat, c'est tout simplement évaluer les dégâts. Mettons qu'ici Zoro attaque Uta. Il a une puissance de 5000 par rapport aux 4000, il va donc remporter la bataille. Uta, malheureusement, explose et disparaît. Elle sera retirée du terrain. Revenons un peu en arrière et mettons que cette fois-ci le Zoro attaque la Ace. 5000 contre 5000, Zoro gagne. En cas d'égalité, l'attaquant triomphe. Il faut qu'il ait une valeur de puissance égale ou supérieure au défenseur pour gagner le combat. Si jamais il perd parce que sa valeur est inférieure à la valeur de puissance du défenseur, il ne se passe rien, l'attaque a juste échoué. Je veux être sûr que mon attaque passe, je vais donc attribuer 2 dons à mon Zoro. J'épuise mes dons et je déclare l'attaque. Il n'a rien pour se défendre ou pour contrer, l'attaque est un succès. À partir de ce moment-là, il perd une vie. On va donc retirer une des cartes qu'on avait passées préalablement et à ce moment-là, 2 options pour le joueur en face. Soit la carte n'a pas d'effet spécifique et il peut la rajouter à sa main, ou alors c'est une carte avec un effet de déclenchement que je vous avais mentionné précédemment, et il peut choisir d'activer ou non cet effet. Voilà, on a vu à peu près tout ce qui pouvait se passer pendant une phase de combat. On va donc passer à la phase de fin. Ici, rien de très compliqué. On va juste venir réinitialiser tous les bonus qu'on a attribués à nos personnages pendant ce tour. Ici, on voit que mon Zoro a un don qui lui est attribué qui booste sa puissance de 1000. Lors de la phase de fin, on va venir enlever ce don de notre Zoro et évidemment, on n'oublie pas de l'épuiser. Une fois qu'on a bien épuisé toutes les cartes qu'on a utilisées dans notre tour, il suffit de passer la main au joueur adverse. Voilà, vous avez normalement tout ce qu'il faut pour lancer votre première partie et peut-être devenir le roi du One Piece Card Game. Qui sait? Pour la suite, je peux que vous recommander de jouer. Jouer avec un ami, jouer dans votre boutique locale ou jouer sur le simulateur OPTCG, simulateur en ligne, mais pratiquez. Il n'y a qu'en pratiquant que vous arriverez à maîtriser dans un premier temps un deck et après à passer sur d'autres couleurs, d'autres leaders. Et bien sûr, pratiquer, c'est aussi apprendre. Comme tous les jeux de cartes, il faut connaître les cartes et les decks de vos adversaires, pas forcément dans le détail, mais avoir les grandes notions pour pouvoir mieux anticiper et appréhender ce que votre adversaire va faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse et ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos. Ça peut très bien être du contenu sur les decklists du moment, comment choisir son leader, quelle couleur jouer, plus de détails sur les règles, ou peut-être tacler un peu l'aspect collection de One Piece, parce que ce n'est pas qu'un jeu, c'est aussi un hobby de collectionneur. Bref, n'hésitez pas à me dire, je le prendrai en compte, et ça nous permettra d'avoir une petite liste de choses à faire pour les prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu sur One Piece. Vous pouvez également suivre le compte Instagram ou aller follow sur Twitch. Un grand merci et n'oubliez jamais les amis, la volonté est votre cap, mais les cartes votre navire. Ouais. Bref, merci, bonne aventure et à la prochaine. Ciao.